Bonjour à tous. Bon, Bitcoin à 90 296 dollars. Je crois que j'ai fait un petit lapsus. Oui, Bitcoin à 80 000, c'est effectivement mon scénario privilégié. Et oui, je change encore d'avis, évidemment, parce que mes indicateurs me disent de changer d'avis, toujours pareil. Je vais vous expliquer dans cette vidéo un petit peu mon biais pour cette vidéo, mon biais qui est bearish, d'accord. Donc, on va regarder un petit peu ensemble ce qui se passe. Là, on a eu un joli rebond depuis les 80 000, justement, jusqu'aux 95 000 dollars. Et ici, on a atteint le niveau qu'on ciblait depuis un long moment. Il y avait beaucoup d'indicateurs, hein, que ce soit Ishimoku en daily, vous voyez qu'on est venu chercher la Kijun, on en reparlera. On a les bandes de Bollinger, etc., qu'on est venu rechercher ici en daily également. On a la trendline baissière, on est venu récupérer les liquidations massives qu'on avait juste là, qu'on va venir regarder, mais juste ici. Hop, on avait vraiment, vraiment beaucoup de choses qui nous invitait à de la prudence. On a le RSI ici en daily qui est juste au niveau des 50, qui est en train de buter dessus. On va parler de tout ça dans cette vidéo, mettre un petit peu de contexte, regarder pourquoi, à mon sens, on est bearish, pourquoi ça ne veut pas dire qu'on est en bear market. Encore une fois, le bear market, c'est uniquement un peu quelque chose de marketing, hein, parce que de toute façon, un bear market, c'est juste un marché baissier. Un marché baissier, c'est juste un ensemble une succession de tops qui sont plus bas les uns des autres, d'accord. Et donc vous pouvez être en bear market en weekly, mais être en bull market en daily. Vous pouvez être en bear market en échelle de temps 15 minutes et être en bull market en échelle de temps daily. Enfin bref, de toute façon, si on regarde ici en échelle de temps mensuelle, ok, si on dézoome un petit peu la photo, je vais même me mettre sur les courbes long terme que j'ai, chart long terme, hop, que ce soit celle-ci par exemple, si je vous montre ça en logarithmique, bon bah là ça s'appelle un bull market. Un bull market qui dure depuis 2011. Ok, en réalité depuis 2010, hein, si on regarde même la courbe du BLX, vous voyez depuis 2010, on est dans une phase de bull market, on enchaîne les creux et les sommets ascendants, c'est ni plus ni moins que ça, d'accord. Donc évidemment, il faut ajouter du contexte quand on explique des choses, et là moi je vous explique du coup que selon moi, nous sommes du coup on est dans un bear market daily. D'accord, dans un bull market daily, pardon. C'est-à-dire qu'en daily, on est en train de faire des sommets ascendants et des creux ascendants. Ça, c'est factuel. Mais en weekly, on est en train de faire des grosses tendances qui sont plutôt, elles, d'être plutôt bearish, d'accord, plutôt baissières. Donc, la probabilité en hebdo est plutôt de faire quelque chose comme ça, d'accord. Ça, c'est uniquement de la probabilité. Je vous rappelle que mon approche est quantitative. Je vous évoque toujours mon avis, mon point de vue sur le marché. Donc, j'ai pas forcément de raison d'être baissier ou d'être haussier, d'accord. J'ai rechargé ici parce que justement, on avait des signaux qui étaient intéressants sur beaucoup d'échelles de temps. Bon, on a eu une cassure. Évidemment, quand je recharge ici, je recharge pas à 100% de mon capital. J'ai rechargé un peu plus bas, c'était le 20 novembre ici, j'ai rechargé ici, quand on était à ce moment-là, hop, on a fait une structure haussière, je profite de cette structure haussière, et évidemment, quand on arrive dans des niveaux de résistance majeurs, vous voyez qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de confluences de zones qui nous invitent à de la prudence. Ce serait complètement stupide de toutes les ignorer. Si vous êtes dans un objectif de bear market de cycle, d'accord, si vous vous dites le cycle entier est terminé, alors dans ce cas-là, vous n'avez entre guillemets rien à faire sur cette vidéo, à part peut-être par curiosité, et dans ce cas-là, passez un bon moment, prenez un petit café, on va passer un petit moment ensemble. Mais si vous voulez réinvestir au moment du bear market, il faut regarder le seul indicateur pertinent dans ces phases-là, c'est celui-ci, le long short term on-chain cost basis. Alors le titre est assez long, mais en gros ça veut dire quoi? Vous prenez trois cohortes, d'accord? Les holders de court terme, STH, short term holder, les holders de long terme, long term holder. Donc on va dissocier les détenteurs de crypto et de Bitcoin en l'occurrence en sous-parties. Ceux qui en détiennent depuis pas longtemps, d'accord, généralement on considère que c'est depuis moins de 6 mois, hein, il me semble que là voilà, c'est 155 jours. Et ensuite on va avoir les long term holders, ceux qui possèdent du Bitcoin depuis plus de 6 mois. On va regarder ce que ces adresses font et quel est leur prix d'achat moyen. Et on va faire du coup la moyenne de tous ces prix d'achat moyens, ce qui va nous donner ici cette courbe, ok, ces trois courbes qui sont en bleu, les holders de long terme, qui ont donc de fait
un prix d'achat qui est plus bas parce qu'ils vont avoir tendance à acheter au meilleur moment parce qu'ils sont là depuis longtemps. Et donc forcément, plus vous êtes là depuis longtemps dans un marché haussier, plus vous avez des prix d'achat qui sont bas. Donc évidemment, ils vont quand même recharger, etc. Donc vous allez avoir des phases de remontée, des phases de stagnation, des phases de remontée qui correspondent aux différentes phases de cycle. Et on a les holders de court terme qui, eux, ont plutôt tendance à suivre le prix. Et donc, à mesure que le prix évolue, on va avoir cette courbe qui va augmenter. Généralement, on avait eu pendant le cycle, par exemple, de 2016-2017, moi c'est à peu près là que j'ai commencé, à cette époque on était en 2017, et vous voyez que c'était, à l'époque, notre indicateur fétiche pour suivre les corrections de marché. Donc beaucoup des personnes qui ont suivi le cycle de 2020-2021 ont suivi cet indicateur avec le prix réalisé par les holders de court terme comme étant le prix de bottom des corrections. Donc généralement, quand on avait une correction, les personnes qui étaient habituées à ce cycle-là, qui sont rentrées comme moi pendant ce cycle-là et qui se sont fait piéger pendant ce cycle-là, comme moi, vous avez du coup gardé ça en tête, ce qui fait que sur le cycle suivant, celui-ci de 2020-2021, ici quand on a eu la correction, par exemple, il y en a pas mal qui ont déchargé et se sont dit je rachèterai quand on atteindra cette courbe. Manque de bol, on ne l'a pas atteint parce que la dynamique du prix était tellement puissante qu'à partir du moment où on a cassé ici le niveau des 10 000 $, par la fameuse zone de compression ici, qui a le triangle de compression qui nous a lancé avec énormément de puissance, on n'est pas venu rechercher ce niveau jusqu'à atteindre ici notre phase qui a en réalité signé le début de notre vrai bear market. Parce qu'ici, on a eu la distribution, cassure, on a eu une deuxième jambe, mais qui nous a plutôt servi d'exit liquidity. D'accord ? Ici, on a eu beaucoup de personnes qui ont déchargé quand on était ici sur du coup la distribution, au-dessus de la distribution du précédent top, avant de rentrer en bear market. Donc évidemment, il faut être toujours prudent quant aux indicateurs des précédents cycles, parce que souvent, les indicateurs qui ont bien marché au précédent cycle, ils vont être particulièrement regardés par les nouveaux investisseurs. C'est toujours pareil, vous avez toujours les mêmes lots d'indicateurs qui sont systématiquement regardés, et forcément, ceux qui veulent vendre, ils vont vendre avant que cet indicateur sonne, d'accord ? Parce qu'ils veulent être les premiers à vendre. Et donc forcément, les indicateurs qui marchent le mieux au précédent cycle, souvent ils ont tendance à pas si bien marcher que ça au suivant, d'accord ? D'autant que on a toujours des structures qui changent. Je vous rappelle que c'est un marché qui est très immature. Il existe depuis 2010, d'accord ? Le Bitcoin existe depuis 2009, mais on a réellement une cotation depuis 2010 et on est capable de suivre la plupart des indicateurs depuis 2010. Ça fait quand même 15 ans, d'accord ? C'est très faible. Évidemment, je vous rappelle que le marché américain, on a de la donnée depuis 200 ans, d'accord ? Donc évidemment, ici, 15 ans, c'est très faible. Donc on essaye de trouver des corrélations, on essaye de trouver des indices via des indicateurs, etc., qui nous permettent d'avoir justement une petite idée d'où se situe le prix, de sa localisation, son momentum, les dynamiques entre acheteurs et vendeurs, etc. Mais il faut forcément être prudent. Tout ça pour vous dire que traditionnellement, et ça semble se vérifier à chaque coup, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans à peu près toutes les matières premières. Si on considère que Bitcoin est une matière première dans le sens où il faut dépenser de l'énergie pour le miner, donc vous allez consommer avec des ASIC, vous allez miner du Bitcoin, les ASIC ils ont un prix, l'électricité a un prix, donc vous êtes capable d'avoir un prix de production. Exactement à la manière de miner de l'or, par exemple. Les mines d'or, il faut du matériel, il faut de la filtration, il faut des produits chimiques, etc. pour extraire l'or. Et donc forcément, tout ça mis bout à bout fait qu'un lingot d'or a une valeur fondamentale. D'accord ? Une valeur qui est l'énergie qu'il a fallu payer pour extraire ce lingot d'or. Et exactement de la même manière, on a un prix pour le Bitcoin. Et donc généralement, les holders de long terme vont détenir le prix du Bitcoin à peu près autour de sa valeur fondamentale, de sa valeur de production. Et donc généralement, vous voyez les phases bleues ici, c'est les phases où on arrive dans les zones de bear market et dans les zones qui sont intéressantes pour recharger. Ça ne veut pas dire encore une fois que c'est la zone parfaite. Ici, la première fois où cet indicateur a sonné, en 2018, c'était... donc là, non, pardon, je suis en 2014. Ici, je reconnaissais pas l'action de prix. Voilà, 2018 ici. C'était après novembre 2018, gros crack, grosse panique, etc. Ça a fait de mal à beaucoup de monde. La première fois que cet indicateur a sonné, on était ici. On était aux alentours des 4 400 $. Le bottom a été trouvé au niveau des 3 300.
d'accord? Donc, ouais, c'est ça, 3200. Donc ici, pendant cette phase-là, vous auriez été en baisse pendant un long moment, mais ça vous permettait d'avoir un prix d'entrée, d'accord? Intéressant. Potentiellement, pour ceux qui veulent faire un DCA intelligent de cycle, bah, ils vont attendre ici que cet indicateur sonne, et à partir du moment où cet indicateur sonne, ils vont décider de rajouter toutes les semaines de l'argent, d'accord? Jusqu'à ce que cet indicateur arrête de sonner, hop, et à partir de ce moment-là, où du coup le prix du Bitcoin repasse au-dessus, d'accord, de cette courbe des holders de long terme, ok, et bien juste de court terme, pardon, et bien à ce moment-là, du coup, on retrouve une dynamique haussière, vous stoppez votre DCA et vous avez du coup des prix d'entrée qui sont super intéressants. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent être là pour les phases de cycle, c'est vraiment la stratégie bateau, on va dire, mais qui marche bien, d'accord. Encore une fois, cette stratégie, elle a le mérite de vous donner des prix d'achat, elle vous donne par contre, malheureusement, aucun prix de vente. Donc là, il va falloir être un petit peu plus créatif sur la manière dont vous allez vendre. Mais cet indicateur-là, il est très pertinent. Vous voyez qu'il vous donnait des prix d'achat à peu près entre les 19 000 et voilà, ici, on était aux alentours des 17 000 dollars, entre 19 et 17 000 dollars. Donc c'était plutôt intéressant. Ce qui fait qu'actuellement, si vous voulez cibler cette zone, bah, il se trouve ici, aux alentours des 36 800 dollars. Donc 36 800 dollars. Si vous estimez que du coup cette courbe va continuer de monter un petit peu au fur et à mesure que Bitcoin va évoluer sur les niveaux de prix qu'il travaille actuellement, aux alentours des 90 000 dollars, et bien justement vous pouvez vous dire que cette zone de prix elle sera intéressante aux alentours des 40 000. Donc vous, si vous vraiment vous ciblez le Bitcoin en bear market, il faut que vous cibliez un rachat aux alentours des 40 000 dollars et pas avant. Donc, bah, vous avez un petit peu de marge, vous pouvez être tranquillement posé sur votre canapé et profiter des fêtes de fin d'année parce qu'a priori, on ne va pas atteindre 40 000 dollars en ligne droite sur les prochaines semaines. En tous les cas, ici, bah, je vous en parlais, on arrive dans des zones qui sont intéressantes pour de la prise de profit et pour un allègement de portefeuille parce qu'on a beaucoup de fébrilité. On va passer en échelle de temps 2 heures pour essayer de regarder un petit peu ce qui se passe sur le court terme. Et sur le court terme, bah, y a quelque chose d'évident, c'est que ici, on est en train de faire des sommets ascendants, mais qui sont toujours plus faibles en termes d'intensité, d'accord? On vient à peine récupérer ici ce niveau-là qu'on repart à la baisse. On vient à peine récupérer ce niveau-là qu'on repart à la baisse. Donc ça, malheureusement, c'est vraiment une structure de distribution, d'autant plus que ça arrive sur une phase ici où on a une trendline qui est assez évidente, qui est celle-ci, d'accord? Cette trendline qui maintient le prix, alors vous pouvez la tracer comme ça également avec l'idée que ici vous avez juste eu 3 déviations. Donc ici, cette trendline qui est évidente, elle invite beaucoup de personnes à se dire que cette trendline va fonctionner, beaucoup de traders à jouer cette trendline. Et malheureusement, bah, traditionnellement, quand on a ici une grosse trendline puissante baissière qui du coup est breakée, donc là ça veut dire que à ce moment-là, on a eu quelque chose de très intéressant, hein. Ici, on avait cette grosse trendline puissante. On est venu la casser. D'accord? Malheureusement, on ne fait absolument aucune structure. Ok? Et vous voyez que ici, on est en train de faire une structure plutôt baissière. On vient faire juste des petits pumps pour récupérer la liquidité qui se trouve ici. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on voyait, ce que je vous ai montré juste ici. La liquidité, vous voyez que, donc là, je suis sur le contrat de Binance perpétuel, sur 2 semaines de cotation. Vous voyez que la zone principale d'intérêt en termes de liquidité, elle était là, aux alentours des 94 200. C'est pour ça que dans mes précédentes vidéos, je vous disais, de toute façon, la probabilité la plus forte, quand on était ici, bah voilà, c'était de venir récupérer le contact de cette trendline et que c'était à l'issue de ça qu'il allait falloir être très prudent. Eh bien, prudent, effectivement, il faut l'être. Et justement, il faut alléger parce que là, on n'a absolument aucune structure. Alors qu'on aurait pu avoir quelque chose de comme ça, vous voyez, hop, quelque chose de comme ça, un peu de puissance avec des creux un peu ascendants, etc. Là, on arrive directement à être ravalé, à être renvoyé sous cette trendline, d'accord, sous la grosse trendline, et justement, on est en train de récupérer ce petit triangle qui est formé par le croisement entre les deux trendlines sur un niveau de support. On arrive à avoir quand même beaucoup de faiblesse. Sur la news d'hier, on a eu soi-disant une bonne news qui est la baisse des taux. Alors je dis soi-disant parce qu'en fait c'est une bonne news, oui, certes, la liquidité va être présente, etc. Oui, mais c'était totalement pricé par le marché, hein. Je vous rappelle qu'il y avait, bon, là on le voit plus du coup, mais on pourrait le voir avec l'historique, mais il y avait 90% de probabilité d'avoir une baisse de taux.
Donc on a eu la baisse de taux, donc on n'a rien eu comme volatilité liée à ça. La volatilité qu'on a eu un petit peu, d'accord, on a eu assez peu de volatilité sur Bitcoin, on a eu 2% de volatilité, c'est quand même pas énorme. Elle était liée à l'annonce de Jérôme Powell d'avoir un programme de rachat de T-bills, d'accord, donc des prêts court terme, des prêts très court terme, qui a tout simplement pour but de faciliter un petit peu la liquidité dans des banques, ok, et pour qu'elles puissent tout simplement assurer tout simplement leur réserve de cash. Et donc ça, c'était quelque chose qui était attendu. Je vous rappelle que on n'est pas les seuls à voir qu'il y a de la tension dans les banques régionales US. On n'est pas les seuls à voir que les repos sont vides, qu'il n'y a plus de liquidité dans les banques, etc. Et qu'il faut du stimulus. Donc Jérôme Powell n'est pas complètement demeuré, il le voit totalement. Il avise en fonction de la situation, et donc on se doutait, parce que, enfin je dis on, les marchés se doutaient qu'il allait y avoir quelque chose comme ça, un programme de rachat de T-bills, d'accord. Mais ce qu'on pouvait espérer, et ce qu'on pouvait espérer pour avoir un QE, d'accord, un quantitative easing, c'est-à-dire plus de liquidité sur le marché, et donc une courbe de la liquidité globale qui augmenterait, avoir une augmentation de cette liquidité globale, le but, c'est, alors hop, j'ai mon TradingView qui bug, ok, non, il est là. Le Global Liquidity Index, bon, voilà, je veux plus de liquidité. Pour avoir plus de liquidité, il me faut un programme de rachat de MBS, de titres long terme. Et là, pour le moment, je suis loin, loin, loin de l'avoir, d'accord. Pour le moment, Jérôme Powell, c'est pas du tout ce qu'il a annoncé, d'accord. Il a annoncé la fin du quantitative tightening, d'accord. Donc ici, si on regarde les paramètres d'entrée et qu'on prend juste, hop, on décoche absolument tout et on vient regarder ici le bilan de la Fed, ce bilan est amené à arrêter de baisser, d'accord? Ni plus ni moins. Ça, c'était prévu, c'était annoncé, on l'attendait plutôt en janvier, il l'a fait en décembre, c'est une bonne nouvelle, ça a été annoncé à la dernière réunion de la Fed, donc positif, mais pas inattendu. D'accord. Donc évidemment, vu que les marchés réagissent à la surprise, là, il n'y a pas eu de surprise, donc pas de news positive. Les programmes de rachat de T-bills, ok, c'est pas quelque chose d'inédit déjà, et c'est pas quelque chose qui est inattendu. Beaucoup disent, ça y est, c'est le début du QT. Non, c'est pas du tout le début du QT. Ce qu'on a pu avoir ici, d'accord, pendant la phase Covid, c'est un programme de rachat de MBS, d'accord, un programme de rachat de titres longs. D'accord. Là, c'est des T-bills, c'est-à-dire des prêts très très court terme, ok, juste pour permettre aux banques de se refinancer. C'est loin d'être d'être un programme de justement très positif de QE. Et donc, il faut être prudent parce que ça peut être assimilé comme étant, attention, une super nouvelle, Jérôme Powell va injecter 40 milliards dans l'économie. Non, bon, déjà, on se doutait qu'on allait avoir des programmes de rachat de T-bills dans les prochaines semaines. Alors, c'est un peu plus tôt que prévu. Également, on attendait plutôt ça en janvier, hein. D'après les analystes, c'était plutôt ça en janvier. Quand je dis on, moi je suis personne, hein, d'accord. Moi je suis les indicateurs et je suis les probabilités, d'accord. Donc moi je m'attendais à rien. Moi je m'attendais à ce que les gens regardent ça, et les gens regardent, ils s'attendent eux à avoir un programme de rachat de T-bills aux alentours. Le consensus était plutôt aux alentours des 20 à 30 milliards par mois. On a 40 milliards, donc c'est un plus, ok, c'est un plus. Effectivement, c'est une news positive, mais ça arrive dans un contexte où, au niveau technique, on est très baissier. Et encore une fois, il faut dissocier le fondamental et la technique. Le fondamental, surtout quand vous regardez des news aussi puissantes, mais aussi long terme, c'est vraiment des courants vraiment de profondeur, hein. Si vous prenez un océan, c'est vraiment les courants sous-marins qu'on regarde, hein. Là, la liquidité, les concepts de macroéconomie, vraiment d'inflation, etc. La démographie même, enfin tous ces courants-là, c'est des courants qui sont très très profonds. Donc ça donne une tendance, même l'adoption de Bitcoin, tout simplement, c'est une tendance. Malheureusement, c'est pas ça qui va faire le prix dans les prochaines heures et dans les prochaines semaines. Si je pense qu'on va avoir ici une cassure de ces niveaux-là et qu'on va être projeté aux alentours des 80 000 dollars d'ici Noël, d'accord ? Je pense effectivement qu'on va venir travailler les niveaux des 80 000 dollars d'ici Noël. C'est pas pour rien, et je pense effectivement que à l'ouverture de la bourse américaine aujourd'hui, ça risque de mal se passer, d'accord ? Ou à minima, on risque d'avoir une mauvaise fin de semaine.
Bon, je me permets d'interrompre rapidement la vidéo. Donc, pour ceux qui le souhaitent, je vous parle de notre partenaire BitGet. Alors, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Sur la chaîne, j'en parle régulièrement parce que c'est notre partenaire exclusif, hein, d'accord? J'ai refusé tous les partenariats avec les autres produits parce que BitGet, j'utilise personnellement. J'ai un compte depuis quelques temps. J'utilise parce que c'est une plateforme qui est sécurisée, qui est assurée, qui est en perpétuelle évolution, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui arrivent, hein. Je suis en contact avec du coup l'équipe de BitGet et il y a beaucoup de choses qui arrivent prochainement. Déjà, c'est une plateforme qui est compliant avec du coup la réglementation. Alors, elle est en train d'obtenir la réglementation MiCA, ce qui fait que pour le moment, c'est toujours un petit peu compliqué aux yeux de l'AMF. Hein, je vous rappelle que moi, je suis certifié par l'AMF à titre personnel. Je rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, mais j'ai la certification AMF, donc l'examen de connaissances qui me permet du coup de bien connaître la réglementation et les marchés financiers. Et donc, évidemment, BitGet pour le moment est un petit peu en retrait de cette réglementation parce que vous savez que MiCA, la réglementation européenne, est un petit peu compliquée à avoir, mais ils sont dans le chemin pour l'obtenir. Et justement, c'est une plateforme qui, à mon sens, a vraiment tous les atouts d'une grosse plateforme. Bon, c'est pas pour rien qu'elle est dans le top 5 mondial des plus grosses plateformes crypto. Mais c'est également une plateforme qui a beaucoup d'avantages. Vous pouvez faire des futurs sur si vous voulez par exemple ici shorter le marché, hein, pour ceux qui sont un peu plus joueurs. Alors moi je ne le ferai pas. J'utilise assez peu les futurs à titre personnel quand j'ai des vraies grosses convictions. Je peux l'utiliser à titre occasionnel, mais pour ceux qui le souhaitent, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont une poche d'investissement et une poche de trading. Et l'avantage de BitGet, c'est que vous pouvez faire les deux sur la même plateforme. Une partie du coup trading spot, où là vous allez détenir réellement vos cryptos sur du long terme. Les frais sont très bas, donc vous avez peu de friction si vous voulez acheter et vendre et faire de la gestion active. C'est une plateforme qui le permet facilement. Vous avez tous les mécanismes de DCA automatisés. Enfin bref, tout est très bien pensé sur cette plateforme. Vous avez les futurs pour ceux qui le souhaitent. Vous avez tout un tas de choses également, bots de trading, copy trading, etc. Bon, voilà, il y a toujours beaucoup de choses dans ce genre de plateforme parce que, évidemment, ils veulent vous fournir une expérience qui soit la plus complète possible. Et je trouve qu'ils réussissent plutôt bien dans ce cas-là. Et si vous utilisez que peu d'outils sur cette plateforme, les outils que vous utilisez sont stables, confiants, il y a de la liquidité. On n'est pas systématiquement en train d'avoir du mal à obtenir, à ouvrir des positions ou à fermer des positions parce qu'il y a un manque de liquidité. Vous avez beaucoup de Bitcoin et vous voyez ici, hein, si je regarde la liquidité, total USDT 440 000 euros. Je peux acheter 440 000 dollars de crypto en faisant varier le prix de 1 dollar, 2 dollars. Donc c'est quand même très très faible, d'accord? Ce qui est plutôt intéressant pour la majorité des personnes qui regardent ces vidéos et qui, selon moi, n'ont pas des milliards à investir. Donc voilà, écoutez, ceux qui le souhaitent, ceux qui souhaitent nous rejoindre et bénéficier du coup de tous les avantages de la communauté Medusa, dans le sens où il y a régulièrement des promotions chez BitGet, etc., qui sont accessibles à partir du moment où vous nous rejoignez via le lien en description. Donc n'hésitez surtout pas, tous les liens sont en description. Allez, on redémarre. Si je pense ça, c'est parce qu'on a beaucoup d'indicateurs techniques qui nous disent ça, qui nous disent que c'est le moment d'avoir une continuation baissière, une deuxième jambe baissière. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de poser le bottom. Le bottom, ça peut être ça, d'accord? Ça peut être une phase de range comme ça. Et revenir ici, c'est pas une panique absolue et c'est pas se dire nous sommes en bear market, on va atteindre les fameux 40 000 dollars dont je vous parlais. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire tout simplement que ici, on est dans des zones un petit peu d'excès haussier. On a fait du bien à tous les acheteurs sur lesquels on a laissé les creux pendant un long moment. D'accord, hein, si je vous retrace, ça, hop, ici sur la liquidité. Vous voyez ici les zones de liquidité principales. Bon, on les a laissées intactes pendant un long moment. On est venu récupérer toute la liquidité des vendeurs, et il y a un moment, le jeu change et la roue tourne, et on vient récupérer la liquidité. À minima, cette zone-là, d'accord? Je pense honnêtement que la liquidité qui se trouve ici sera chassée, ne serait-ce que parce que, ici, si on regarde sur Ishimoku, vous voyez, on a travaillé ici la Tenkan pendant un long moment qui nous a rejeté, on est venu stabiliser à l'intérieur, mais là, le fait d'avoir deux tentatives de franchissement de cette Kijun
pendant le mois de décembre. Une fois le 3 décembre, on bute, on arrive, on prend appui sur la Tenkan, on clôture pas en dessous, c'est positif, on repart à la charge et on arrive à peine à chercher les niveaux légèrement au-dessus, récupérer la liquidité, piéger les gens avec la cassure de cette trendline, réintégrer ici la trendline baissière. Bon, bah généralement, c'est pourquoi? C'est pour aller chercher plus bas, pour faire une continuation de tendance. Et la continuation de tendance, c'est d'aller chercher un creux plus bas que le précédent. Et le creux plus bas que le précédent, il est là. Le creux majeur, il est là. Donc je pense vraiment qu'on a devant nous une baisse qui est aux alentours des 10% sur Bitcoin, peut-être plus. On est également chassé par le RSI. Le RSI, c'est tout simplement le momentum, la dynamique des acheteurs. Est-ce qu'on a plutôt des mouvements d'achat qui sont très forts et des mouvements de baisse qui sont faibles, ou est-ce qu'on a plutôt l'inverse? Là, on a des mouvements de baisse qui sont assez puissants, et les mouvements acheteurs, vous voyez qu'on peine à faire des nouveaux sommets. C'est ce que je vous disais. On arrive à faire des nouveaux sommets, mais c'est de plus en plus compliqué. Plus ça va, plus c'est dur, plus il faut d'énergie pour y aller. Et ça se traduit ici par un RSI qui est venu chercher la zone de neutralité aux alentours des 50. Et bon, traditionnellement, c'est une zone qui montre justement la neutralité. Si on arrive à s'installer au-dessus, comme on a pu faire ici, là vous voyez qu'on était allé s'installer au-dessus, et bien justement ici ça nous renvoie et ça nous renvoie à la hausse, ok? Donc ici on a fait des passages dans le négatif mais pas de structure dans le négatif en dessous des 50. Bon bah ici ça nous a amené de là jusqu'à ici, ok? Si on regarde, c'était vraiment pendant cette phase-là. Donc ça a drivé tout ce moment-là. Maintenant, si on reprend un petit peu ce qui s'est passé, vous voyez que là, pendant cette fameuse, qui vraiment est un parallèle vraiment parlant. Ici, on avait une grosse trendline qui nous a appuyé pendant longtemps, des grosses phases de distribution comme on avait pu avoir pendant le mois d'octobre et de novembre. Et vous voyez que quand on a franchi la zone des 50, on l'a franchi ici, à ce moment-là, on a eu la cassure, et quand on est revenu chercher par plusieurs passages un niveau des 50, et bien vous voyez que les niveaux des 50, ils étaient là, au niveau de la trendline. Hop, on est venu chercher les niveaux des 50 au niveau de la trendline, et à chaque fois, c'est venu nous renvoyer plus bas. D'accord? La probabilité est la probabilité la plus forte, c'est que ça nous renvoie plus bas. Et d'autant plus avec ce qu'on a eu, c'est-à-dire le fameux Sell the News, avec Jérôme Powell qui nous dit je baisse les taux et je fais un programme de rachat de T-bills à 40 milliards par mois. Tout le monde va se dire oh super, c'est le moment de racheter. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien distribution, pendant que les petits portefeuilles rachètent, les gros déchargent et ça nous renvoie à la baisse. Donc, je m'attends effectivement à un retour ici. Je vous avais parlé des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger en daily, voilà, elles étaient très très écartées. On était en train de glisser sur les bandes de Bollinger pendant longtemps. C'était également ce qui avait fait que je m'étais repositionné moi le 20 novembre ici. Donc, évidemment, ici d'avoir ça, c'était quand même très probable qu'on soit dans un excès baissier massif et qu'on ait à minima un rebond. À minima, venir récupérer cette trendline qui du coup correspond encore une fois à une confluence de zones énorme. Hein. Si je vous affiche ici Ishimoku, les liquidations massives et la trendline, vous voyez que c'est tout au même endroit. C'est tout aux alentours des 94 000 $. Et donc c'est pas pour rien qu'on est venu les récupérer. Encore une fois, hein, la technique nous aide, elle nous aide à investir sereinement. Et donc là, effectivement, il y avait des chances. Maintenant, le fait qu'on bute dessus, qu'on fasse des mèches et qu'on soit systématiquement renvoyé, à minima venir récupérer les bandes de Bollinger baissières, mais vous savez, hein, si jamais on a une bougie un peu baissière violente, les bandes de Bollinger vont s'écarter, d'accord? Ça, c'est ce qu'on a à chaque fois. Hein. Par exemple, vous voyez ici, on avait ici, par exemple, hop, une bougie baissière, hop, les bandes de Bollinger, du coup, elles s'écartent, d'accord? Tout simplement parce que la volatilité augmente. Donc, dans la méthode de calcul des bandes de Bollinger, vous avez des bandes de Bollinger qui s'écartent, ok? Ici, c'était pareil, hop, 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 on enchaîne. Et bien, du coup, on vient créer une tendance baissière pour le canal baissier, justement le canal du bas, des bandes de Bollinger. Donc je m'attends à des bandes de Bollinger qui viendraient faire une petite stabilisation, peut-être quelque chose comme ça, avec du coup des bougies qui pourraient faire ça pendant les prochaines semaines jusqu'au mois de Noël, jusqu'au jour de Noël potentiellement. Je vous rappelle également en termes de saisonnalité que en janvier, les États-Unis
Aux États-Unis, vous payez vos taxes, et donc que le marché américain est traditionnellement moins haussier pendant le début du mois de janvier, parce que, comme à chaque fois, si on vient regarder le S&P 500 début janvier, vous voyez, ici on a une stagnation. À partir ici de début décembre, c'est plutôt baissier. Bon, le contexte y joue, mais à peu près ici, vous voyez, entre 26 décembre et ici 15 janvier, vous avez un petit peu de déchargement. C'est technique, d'accord. C'est juste que forcément, il faut payer les primes à vos traders, il faut payer les dividendes à vos actionnaires. Vous avez également des entreprises qui prennent des profits. Vous avez également du coup des taxes qui doivent être payées. Donc vous vendez pour avoir du cash pour payer les taxes. Et donc généralement, la fin du mois de décembre est plutôt une phase de stagnation et le début janvier est plutôt une phase où on va avoir une petite correction avant justement de pouvoir reprendre à partir de la deuxième quinzaine de janvier. Donc voilà, ici c'est tous ces éléments-là qui me font dire que il faut être prudent. Et si on passe sur le un peu plus court terme, ici sur du 1 heure, on va retirer les bandes de Bollinger. Vous regardez ici, hop, on est en train de retravailler ce fameux order block, sauf qu'on est en train de le travailler avec de la faiblesse. On est en train de le travailler sous cette grosse trendline et avec du coup une pression ici au niveau du momentum qui nous montre que là, malheureusement, à l'ouverture de la bourse américaine, je pense qu'on va avoir une mauvaise surprise. Ici, c'est aux alentours du coup de 15h30, donc voilà, à peu près ici. Je m'attends à avoir justement une stagnation autour de ces niveaux-là, peut-être juste une reprise et une distribution qui nous amènerait plus bas. Juste récupérer la liquidité au-dessus de ça, c'est quelque chose de probable, et ensuite repartir plus fortement à la baisse. D'accord, on a beaucoup d'indicateurs qui appuient cette théorie-là. Si je vous montre ici la prise de profit, vous voyez sur la journée d'hier, on a eu pas mal de prises de profit. Donc il y a des personnes qui sont actuellement toujours en profit sur leur Bitcoin. Et ces personnes-là qui sont en profit, elles les prennent les profits. Elles sortent du marché. Donc ça veut pas, voilà, c'est pas à négliger, c'est pas pour rien. Ici, on a une petite remontée du put and call ratio. Il est encore faible, je vous l'accorde, mais ça nous montre quand même qu'il y a une pression un peu plus baissière. Il y a une supposition qu'on pourrait aller un petit peu plus bas. Il y a eu un tout petit peu d'inflow côté ETF Bitcoin, mais si on regarde un petit peu le graphique, ça nous montre absolument rien, hein. Vous voyez ici sur les derniers jours, on a quelques fois du vert, quelques fois du rouge. Bon, il n'y a pas de tendance, c'est ça que je veux dire. Donc il n'y a pas vraiment d'acheteurs non plus derrière ce mouvement-là, et ça, malheureusement, c'est pas hyper bon signe. Donc je vais m'arrêter là. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez nous rejoindre dans notre cercle d'investissement. Tout ce dont je vous parle, évidemment, nous, on a profité de ça avant l'explosion ici, l'explosion, avant la phase haussière, excusez-moi, trop de drama. Avant cette phase haussière ici au moment du FOMC, nous, on a profité ici pendant cette phase de calme pour décharger, pour prendre des profits, pour alléger certaines cryptos de notre portefeuille, que je partage du coup dans le cercle d'investissement. Toute la pédagogie derrière tout ça, évidemment, c'est quelque chose que je travaille dans le cercle d'investissement. Je vous en parle en fin de vidéo. Ceux qui ne souhaitent pas nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Vous voyez que je transmets un maximum de valeur quand même gratuitement sur YouTube. Évidemment, je n'ai pas forcément toujours le temps de le faire avec une régularité importante parce que je privilégie toujours les contacts avec les personnes de notre cercle d'investissement. J'essaye de toujours garantir un niveau important de contact avec toutes les personnes qui du coup discutent avec moi, qui m'envoient des messages, des fois sur des situations précises, des fois sur des petits conseils sur leur portefeuille ou sur leur stratégie, des fois des moments de doute, etc. Donc c'est important pour moi d'établir un vrai lien. C'est aussi pour ça que je ne suis pas au tarif de mes concurrents, parce que j'estime que je fournis quelque chose qui est dans lequel je suis beaucoup plus présent, d'accord. Ces derniers temps, on fait des briefs quasiment d'1 heure tous les jours. C'est pas pour rien, c'est justement pour pouvoir vous accompagner avec cette volatilité et pour pouvoir transmettre à un maximum de monde de la valeur. On a une formation qui s'étoffe, qui s'est étoffée sur les dernières semaines, avec une partie vraiment plutôt stratégique,
comment construire un portefeuille équilibré, comment utiliser l'analyse on-chain, comment utiliser un exchange pour ceux qui sont un peu plus débutants, la différence entre un ordre limite, un ordre au marché. Vous avez aussi beaucoup de choses sur la partie technique via la première formation en analyse technique. Donc tout ça, c'est toujours dans la même logique, vous faire progresser, vous faire comprendre le marché et comprendre cette stratégie qui est la mienne et qui du coup, sur lequel j'arrive à être rentable depuis pas mal de temps maintenant, qui est une stratégie quantitative, basée sur des indicateurs, un respect justement de la rationalité de ces indicateurs. Le but, c'est pas d'être dans le biais de confirmation, à être systématiquement, quand je suis haussier, je ne regarde que les news haussières, et quand je suis baissier, je regarde que les news baissières. Il faut se nourrir de tout, y apporter de l'importance constante, c'est-à-dire si vous apportez à un indicateur beaucoup d'importance, bah, il faut être constant dessus et pas attendre justement que cet indicateur, s'il vous donne ce que vous voulez voir, bah, vous y accordez beaucoup d'importance et sinon vous le laissez de côté. Donc voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas. Vous pouvez également juste me contacter via Telegram dans le lien de notre bio et puis même dans la page de notre site web que vous avez en description pour discuter avec moi et savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous correspondre. Et si ça vous intéresse pas, en tous les cas, on se retrouvera sur YouTube d'ici la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie, passez une bonne journée.